Souhaiterais-je écrire quelque chose de tissé à large maille, n'est sans négligence, d'assez souple pour embrasser tout ce qui, grave, léger ou beau, me vient à l'esprit. J'aimerais que cela ressemblât à quelques vieux bureaux profonds, ou à un vaste fourre-tout dans lequel on peut jeter un tas de choses sans les examiner. J'aimerais y revenir 10142 ans plus tard, pour m'apercevoir que ce chaos s'est trié de lui-même. VW 20 avril 1919. Ce ne fut jamais la générosité qui guida la main de Virginia Woolf quand, durant plusieurs dizaines d'années, elle nota dans son journal ses sentiments, ses peurs, ses colères, ses impressions de lecture, ses illuminations, ses doutes d'écrivain, les portraits de ses contemporains et les errements de son époque. Pourtant celui ou celle qui lit ces pages les reçoit comme un présent et ne peut qu'éprouver de la gratitude pour l'artiste qui a pris la peine de mettre en forme le chaos d'une existence. Ce cadeau, duquel l'intention qui est pourtant seule censée compter est absente, illustre parfaitement l'un des paradoxes les plus épineux de l'art. L'aller-retour constant entre le pour soi et le pour l'autre jette un trouble dans la réception de tout travail artistique, et ce d'autant plus quand il emprunte une forme non académique. Dans sa préface à l'édition du journal d'un écrivain, Leonard Woolf, qui, pour produire ce volume unique, s'était livré à une sélection thématique au sein des 26 cahiers laissés par Virginia Woolf, notait « Le journal est trop personnel pour être publié intégralement tant que vivront de nombreuses personnes auxquelles il fait allusion que l'est-on quand on lit un journal, se fait-on voyeur, viole-t-on un espace privé, à partir de quand un journal, que l'on qualifie d'intime, devient-il une œuvre à part entière, un objet plus seulement destiné à soi, mais aussi à un lecteur, tout hypothétique soit-il, on pourrait répondre qu'un journal, fût-il intime, à partir du moment où il est rédigé par un écrivain, outrepasse naturellement la frontière du privé, le métier de l'écrivain ne cessant jamais de s'exercer. Il arrive pourtant que les journaux d'écrivains soient ennuyeux, rébarbatifs, et que l'on peine, en les lisant, à retrouver l'auteur aimé, sa langue, sa vision. C'est sotuasan wapli intim non remos1, t,31,1 noroth, 4 IESS et d,s intérieur, 0.10 AES et appuyons à l'eau, Psaolava iltila ultli 11 t1111, rue Clerlot-Lincéani, dit 3 orsir, pile d'un litre, MLRH, Otidoisé RJVR lu en lien Tomo Alurin, PO9P, IR.1, Lido IDSP au nupu au momeru 0 à Oalona Oimo, IRI, 9 tuaoche sur Alazo Paoko Iruanof, OCNB Saote Lot URS Rarurin, Pignou, para SNJD SOU, PORIFAU à OFL 17Z, -.6F-1, 101 Dolier LA, Mouessawa Orotomo NBX Nuimol Uai à Alta Aya, Opptsao Anom Azana Atapresa Puldiate à la Sol Gilwana Kerostawar. Théoronosao tuot psoolxo PNB le todrio et domburu aulo à la Clbourgie 111 Yano 2, E, Péuréalo au 9 au 11e Fuano FUOSAO 0 Hippoa et à la 161 Nuc, du Lio Amdi EIFOA en RONBR 2 OG de RI 0 Hippat sur Zalaunt. SA du Psiso du Razur Znoa Lua en homme panoir Stala Alain Ranoal de Yosano la Lua Ataru la Liefjian en Suo NB Dibre Nepalolo et Ono Cost Surviation, IVG à Atpemen, Yoni Puo et Rostuyuteon Rio et Ano du Aju de point. 6 T100 Ors Rodéage 1110e Selouni Sasso Esnrklor Malen ENR Ono NBU, Sruzef, Suomso sur Pmua et à la Hollande Ranios Esola Iruano Fuo sur Ploa, Aoaputso SNJDA Urulos Dula Aogianza Ano Kers Rejriolo, NB Saidi Dede Tolunepalin, Dut Peintuon Albatol Mars Nuala Era Daogitom et Turua Audio Yalur Loi Onia Oa 2 Mato Tataditlo en Patu Aolurtu un SNJD Otopanam LB Salaoswa Ano 0.10 descend 10 Kpios SNJD Oal, O, Anoasasio Soazo Daodnso Usao, une intelligence artificielle snia azod impazera muoyosao alo de point ananva 4 sièges sur puna une arliar 110 ivdein, asuose alano anjn belora ranuptolo. NBS noai odarwa oau 0 aja homosa era l'arsnals de alotuo sur plus alumola amblaludo 09 sanupspanoa osnchpe onb brkua peonu ogia ambrs paru ura nepalola eul 91 Théorie ou Toulé,
Loaria Oanosia Luima Ezo Urnaosco Erla Repura 0 SNJD Riano So 9 de Zito Sooro Citon ZDSDM Salo. Luomar Geomer UM Siopr Puoso sur Po Nuj le So DONB 0.11 de G Dompnbao 0 GRO Adoa du Prapo DP 4 Agnora So Tu Osios Sarnel Suo Aopu Lor sur Pos Népalur Annuel Louo. Dano Wince Dossi NBLA Salra OXNR XNJ Loxnon Uo Zoanata Angela Ruo Konanal Nedu Ozadurono Jaolitra UONB Uzadan Nopnrak. Uolo no 2 ORT la Ulio Sed, Rumo sur Tui, soit Oplar l'UINB Inst Sibioisme se Anoart Puo Aolaswa, C3 Hitl 3.11, Aseorophilia Oarsodo Ra Alio Sanolra Jo Aox Soprar Nu 91 Li 01510 DID SIE Euro NBSNJDAU OHL Tuo DDRS. Aoluat Nuo 3 Jru à 9 Oyo Sacre Joa Luo Jonti Muol LSA. ULLA 9 à 199 RNBL sur Ponual Caso, D Orlano la Leza Amaoto Eozao Agio Arda Pays Béliere Arclure Erluot Narsozot Psoaor, PUOMO aussi Népalio Pnri en Liultio Solopao Oana li PXN Aral Soatia Olio du N, IMS Suosio Lu, Pene, accès au DURERXO Asnano 4 Snolnpo. Pualar Erol Indanej1.d, S1.toi JJ0 OMIGIA Ajruanof Népal Emporio Emilo AUDONB Uotsoadmgis Murfazo, Uolor, Olur Puo SEJRDNBUC Tuogdra 0 Luoliot Pur 4, un air à la Cosio Ozolio ArdozINB Soxano sont 7, 1 heure sur P, un Suols non Audu lui OGEDNR, Fnar Soa UOE. Pexnut une orso OCMI sur psycle puis Ojosa Solipo Ameli Sud-Est Jar Sunuta Analio So Il Psueliosia So DAEDDUOLO Lasmiende. Peol 10111 3 Liditsm 0 JD sur Pama Adindice IOSO Iluo Deolurao. Pelaos Noan Wano du Ara 9 DX UNTPAS Nuuro 9 JISA Tilio 01 des 31 pays préfaçons à ce dédoublement se superpose celui que Proust décrivait, toujours dans Contre-Sainte. Beuve, en évoquant l'abîme qui sépare l'écrivain de l'homme du monde. Un livre, écrit-il, est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices. Le dialogue ne s'instaure donc pas seulement entre une Virginia au présent et son homologue dans l'avenir, mais aussi entre la femme du monde pour reprendre la terminologie proustienne et la femme écrivain. On pourrait se demander qui des deux est l'auteur du texte que nous avons entre les mains. Dans les centaines de pages que compte le journal, est-ce la femme qui la s'adresse à l'écrivain ou l'inverse ? Impossible, en vérité, d'en décider. C'est d'ailleurs un des éléments qui contribue au charme et à la fascination qu'exerce cette œuvre. À 2 reprises, au moins, Virginia Woolf se met en scène relisant son journal. Le 0 janvier 1919, elle note « Je viens tout juste de relire le cahier de l'année passée et je suis très frappée par son galop saccadé et la manière parfois intolérable qu'il a de sauter sur les pavés. » On voit ici l'auteur se livrer à la critique technique de son texte. Le 16 octobre 1934, elle écrit « Je ne parviens pas à secouer ma mélancolie. C'est la fin du roman. J'ai relu mon journal des autres années, c'est une raison pour garder ces cahiers, et je trouve le même abattement après les vagues, après la promenade au phare. Dans ce dernier extrait, en revanche, il nous semble entendre la femme du monde se rassurer sur la tristesse qu'elle ressent en retrouvant la trace de tourments analogues dans le passé. C'est ce brouillage constant qui suscite, parfois à son insu, la curiosité du lecteur. Notons, pour finir, que c'est également ce tremblement, ce flou dans la prise en charge narrative qui fonde la dangerosité du texte. Il rend en effet accessible ce qui demeure le plus souvent caché, la relation entre l'écrivain et son art, entre le moi et le masque social derrière lequel il s'abrite. Si dévoilement il y a, si la question de l'indécence vient à se poser, elle ne concerne donc pas la vie privée de l'écrivain et de ses proches amours, trahison, petitesse, passion, mais le secret qui entoure tout processus de création. Parce qu'il est hors de propos pour Virginia Woolf de se mentir à elle-même, parce qu'elle cherche avant tout à se comprendre et souvent à se faire rire. La texture de cette inlassable adresse à la vieille VW est d'une authenticité et d'une drôlerie stupéfiante. La sincérité, l'humour, l'autodérision, toutes 3 armes efficaces de l'artiste, menacent à chaque page de se retourner contre la personne pour finir par déconsidérer son travail. En effet,
Comment prendre au sérieux celle qui passe son temps à se moquer d'elle-même? Le 13 avril 1930, elle termine le récit du jour en notant: je dirais même que Shakespeare est au-delà de toute littérature. Si je pouvais expliquer ce que j'entends par là, on sourit, mais, si on a l'esprit mal tourné, on doute. Qui était ce prétendu génie, ce critique littéraire brillant pourtant incapable de développer sa pensée? Laissons aux grincheux le soin de débattre sur ces fausses questions et réjouissons-nous d'avoir accès au plus périlleux et au plus passionnant des arts poétiques. Agnès Desart. Introduction. Cet ouvrage est le dernier des grands livres de Virginia Woolf à être présenté ou en le qualifiant de grand livre. Je ne veux pas seulement signaler qu'il s'agit d'un ouvrage volumineux, d'une importance historique et biographique essentielle, cela saute aux yeux, mais aussi que, considéré dans son ensemble, il constitue un chef-d'œuvre. Et s'il faut préciser davantage, je dirais que par ce terme de chef-d'œuvre j'entends souligner qu'il représente une réalisation littéraire égale au vague et à la promenade au phare, encore que d'un genre très différent. Il possède l'admirable précision d'écriture de ces deux romans, tout en offrant aussi ce côté direct qui ne se rencontre que dans les journaux intimes. En fait, c'est un des grands journaux intimes de la littérature mondiale. Donc, lorsque sortira des presses le dernier de ces volumes, l'œuvre de Virginia Woolf sera achevée, et les critiques auront toute latitude de porter sur elle un jugement global. D'aucuns penseront peut-être que le rédacteur de cette introduction était tout indiqué pour cette tâche et, bien plus, qu'il aurait dû commencer par justifier son affirmation qu'il s'agit là d'un chef-d'œuvre. Je n'en ferai rien. Tant qu'on ne disposera pas des 5 volumes, le lecteur ne sera pas à même d'apprécier équitablement l'œuvre de Virginia Woolf. Et on ne voit guère non plus l'utilité qu'il y aurait à discuter d'un jugement qu'on ne peut pas plus justifier que contester. Cela posé, j'atteste que j'ai donné mon opinion sincère et mûrement réfléchie. À considérer ce journal, non plus sous l'angle artistique mais historique, une interrogation surgit: est-il vrai? On ne saurait donner une réponse absolument nette à cette question. En matière de véracité, Virginia n'avait pas très bonne réputation. Elle passait pour malveillante, bavarde et encline à se laisser emporter par son imagination. En tout cas, un de ses amis, prévoyant la publication de la correspondance et du journal, tenta d'avertir la postérité que mieux vaudrait ne pas ajouter foi à tout ce qu'elle y racontait. Tôt ou tard on publiera les cahiers et les lettres de Virginia Woolf. Cela donnera un bon nombre de volumes fascinants, des livres qui seront, comme la correspondance de Byron, à lire et à relire rien que pour le plaisir. Mais qu'au milieu de son plaisir le lecteur se souvienne, surtout s'il a des démangeaisons d'écrire des commentaires ou des biographies, que les propos de l'auteur sur les gens et leurs faits et gestes peuvent n'avait pas très bonne réputation. Elle passait pour malveillante, bavarde et encline à se laisser emporter par son imagination. En tout cas, un de ses amis, prévoyant la publication de la correspondance et du journal, tenta d'avertir la postérité que mieux vaudrait ne pas ajouter foi à tout ce qu'elle y racontait. Tôt ou tard on publiera les cahiers et les lettres de Virginia Woolf. Cela donnera un bon nombre de volumes fascinants, des livres qui seront, comme la correspondance de Byron, à lire et à relire rien que pour le plaisir. Mais qu'au milieu de son plaisir le lecteur se souvienne, surtout s'il a des démangeaisons d'écrire des commentaires ou des biographies, que les propos de l'auteur sur les gens et leurs faits et gestes peuvent introduction 14 n'être parfois que les envolées d'une imagination aérienne. Je me rappelle fort bien un soir où Leonard Woolf, qui à haute voix à quelques amis des extraits de ce journal, s'arrêta net. Je suppose, lis-je, que vous venez de tomber sur un pasiséant et en use un peu trop librement des travers et des ridicules d'une personne ici pressante. Oui, répondit-il, niais, ce n'est pas pour cela que je me suis tue. Si je haine sauter quelques pages, c'est parce qu'elles ne contiennent pas un mot de vrai. On aimerait savoir quel est le passage ainsi censuré par Leonard Woolf. Pour moi, je ne pense pas qu'il existe dans ce journal de pages essentielles dont on puisse dire qu'elles ne contiennent pas un mot de vrai. On y trouve beaucoup de potins sujets à caution, beaucoup d'exagération, beaucoup d'à peu près, et parfois peut-être un peu de fantaisie pure. Cela est d'ailleurs plus vrai de la correspondance que du journal. Dans ses lettres, il est certain que Virginia invente, parfois elle le fait pour amuser, sachant très bien que son correspondant ne la croira pas. Dans son journal, elle ne cherche pas à divertir, et de telles envolées sont rares. Ses appréciations sur les gens sont assurément récusables ou, autrement dit,
Elle n'est sincère que vis-à-vis de son humeur du moment où elle écrit, et, quand cette humeur change, il lui arrive souvent de se contredire. De sorte que lorsqu'elle écrit beaucoup sur quelqu'un, nous nous retrouvons fréquemment avec un jugement qui oscille entre deux extrêmes. Mais si elle est partiale, mal renseignée ou négligente, jamais elle ne raconte sciemment de mensonges, pas plus à elle-même qu'à un lecteur éventuel. La personne qui a préparé le texte pour la publication a eu souvent l'occasion de la reprendre sur des points de détail, mais n'a jamais, je crois, découvert d'exemples de complète supercherie. En définitive, on peut affirmer que l'on trouvera dans ces pages une image fidèle de Virginia Woolf, en même temps qu'une description exacte et, à bien des égards, extraordinairement pénétrante de ses amis et de sa famille, de sa vie et de son époque. Fort de cette assurance, le lecteur en puissance est en droit d'exiger aussi, à tout le moins, une introduction qui lui apporte les indications nécessaires à la compréhension du texte. Enfin, il lui faut disposer de certaines données, implicites pour l'auteur du journal qui, écrivant pour soi, n'avait nul besoin de les mentionner. Un simple exposé, aussi succinct que possible, de la vie de Virginia et de Leonard Woolf jusqu'à l'époque où débute le journal, complété de quelques aperçus du milieu social dans lequel évoluait Virginia, devrait suffire. Leslie Stephan, écrivain d'une certaine notoriété, s'était marié 2 fois. Sa première femme lui avait donné une fille, Laura, qui était simple d'esprit. De sa seconde femme, née Julia Jackson, il eut 4 enfants, Vanessa, Toby, Virginia et Adrian. Mais avant de devenir Julia Stephan, Julia Jackson avait été Julia Duckworth, et de cette première union elle avait eu 2 garçons et une fille, George, Gerald et Stella. Tous les enfants, y compris Laura, que l'on devait plus tard confier à un asile psychiatrique, vivaient au 22 Hyde Park Gate, Kensington, et l'étaient à Tallenhouse, Steve, Cornouailles, lieu qui resta pour Virginia, tout au long de sa vie, une source de souvenirs nostalgiques. Live Bell All Friends Personal Recollection, Vieux amis souvenirs personnels, 1956 Brodulny 15. Dès la salle de jeu, Virginia avait décidé de devenir écrivain. Tout comme sa sœur Vanessa avait résolu d'être peintre, elle passa une bonne part de son enfance, qui, semble-t-il, fut tutéo-éniéiste très protégée et très heureuse, à écrire pour son plaisir, pour s'amuser. En mai 1894, Julia Steplia mourut, emportant avec elle la sécurité et presque toute la joie. Le choc fut tel pour Virginia qu'elle en perdit la raison. Elle s'était à peine remise de cette première crise de folie que mourut Stella, sa demi-sœur. Puis elle y survint une tragédie d'un autre genre. Jackie, le veuve de Stella, entreprit alors de faire une cour aussi inconséquente que passionnée à Vanessa qui, étant la sœur de sa défunte épouse, lui était à beau aux yeux de la loi. Pendant ce temps, le chef de cette triste maisonnée devenait de plus en plus bizarre, irritable et sourd. Quant à Virginia, elle était d'une timidité presque pathologique, elle avait la langue acérée, mais possédait aussi ces qualités qui lui conservèrent longtemps l'amitié de femmes intelligentes, telles que Madge Vaughan, fille de John Addington Simon, l'helléniste Janet Cass, Lady Robert Cecil et par-dessus tout Violet Dickinson, femme d'une forte personnalité qui joua auprès de cette jeune fille capricieuse et compliquée le double rôle de mère et au sens purement sentimental du terme d'amoureuse. Lorsque, en 1904, Sir Leslie, qui avait été anoblie en 1902, mourut d'un cancer, Virginia eut une nouvelle crise de folie, et ce fut surtout Violet qui se dévoua à la maladie. La guérison de Virginia parut inaugurer des jours meilleurs. Vanessa installa pour ses frères et sœurs un nouveau foyer au 46 Gordon Square, Bloomsbury, quartier plus gai que le 22 Hyde Park Gate et beaucoup plus propice à la vie plus libre que les enfants Stephan aspiraient désormais à mener. Toby, le frère de Virginia, entraîna à Gordon Square ses amis de Cambridge, et notamment Saxon Sidney Turney, Lytton Strachey et Clive Bell. Virginia se montra d'abord très réticente à l'égard de ces jeunes gens, mais apprit bientôt à tirer plaisir d'entretien d'un genre tout nouveau pour elle. Si elle n'avait reçu aucune formation scolaire, son père lui avait ouvert sa bibliothèque. Elle était une lectrice vorace et dispensait d'excellents conseils. Cambridge, venue pour ainsi dire à Bloomsbury, lui apporta la formation dialectique dont elle s'était sentie privée. En même temps, elle poursuivait sa propre éducation d'écrivain en rédigeant des notes de lecture.
Puis, une fois de plus, le destin malmena la famille Estefan. En 1906, après un voyage en Grèce, Toby et Vanessa tombèrent malades. Toby mourut, le 20 novembre 1906. Virginia n'eut pas seulement à déplorer la perte d'un frère très cher et très admiré, mais il lui sembla perdre aussi une sœur, car Vanessa épousa alors Clive Bell. Elle eut l'impression d'être trahie, sa sœur était la personne qui comptait le plus dans sa vie, elle ne jugeait pas Clive digne du bonheur qui lui était échu. Les années qui suivirent ne furent pas toutes malheureuses, mais apportèrent de nombreux déboires. Virginia s'installa dans un autre square de Bloomsbury, avec Adrian, le frère qui lui restait. Ils ne vécurent pas dans l'harmonie. Mue par ce qui n'était pas loin d'être un désir de revanche, Virginia s'embarqua avec Clive dans un flirt qui fit scandale, mais sans guère apporter autre chose que du chagrin aux personnes en cause. Les hommes acquirent un nouvel intérêt aux yeux de Virginia. Elle trouva le temps d'autres intrigues, et fut fiancée un bref instant à Lytton Strachey. En 1906, elle entreprit d'écrire un roman qui devait devenir La traversée des apparences 11111 pieds 0, 1 101 011 en 1910. Elle eut une nouvelle dépression nerveuse. Cela lui valut de se lier d'amitié avec Miss Jean Thomas, qui dirigeait la clinique où on elle hospitalisa. En 19 pieds 11, elle déménagea encore une roi, sans cependant quitter Bloomsbury, avec pour scan, ce qui passait alors Adrian. Elle organisa une sorte de communauté, les deux autres membres étaient, Leigh relativement récent. D'un camp en décembre 1911, Leonard Woolf se joignit à eux. Grand et Maynard Keynes, Leonard Woolf était né en 1880, il appartenait à famille nombreuse, d'origine juive, son père, Sidney Woolf, avocat, conseiller de la Rhin, était capable, travailleur et prospère, il n'est pas assez riche, tout roi, pour laisser Huixien une grosse fortune lorsqu'il mourut brutalement, dans la force de laissant une veuve et lieu, en un. Les Woolf réagirent à cette catastrophe avec le courage ingénieux propre à leur race. Les Eliti purent malgré tout bénéficier d'une solide éducation. 3 d'entre eux, dont Léonard, obtinrent une bourse pour Cambridge, et c'est là que ces derniers contracta les amitiés qui devaient déterminer l'orientation de sa vie. Fondée au début du siècle, la Cambridge Conversation Society, dont les membres étaient connus sous l'appellation des apôtres, avait, en son temps, enrôlé nombre des plus brillants étudiants de l'université, ou plutôt les plus doués, car le terme brillant, avec son relent de superficiel, inspirait, je crois, quelque méfiancement apôtre. L'apôtre idéal, tout en possédant une intelligence remarquable, devait, en effet, être avant tout sérieux et d'une intégrité féroce. Une certaine sauvagerie ne lui nuisait pas, et en fait, c'était un prude. Léonard incarnait presque cet idéal, et Cambridge resta toujours à ses yeux son foyer spirituel et la pureté apostolique, le but à quoi devait tendre tout intellectuel. À cette époque, la société des apôtres pouvait passer pour une sorte de franc-maçonnerie de l'intelligence. Son existence était censée rester secrète, elle s'entourait de formules, de cérémonies, d'allusions et d'un jargon inaccessible et profane, s'exposant ainsi au ridicule. Les condisciples de Léonard qui n'en faisaient pas partie se gaussaient du mystère et du cérémonial dont elle s'entourait, ils se délectaient d'histoires de ravissants nigauds introduits en son sein par Lytton Strachey. Derrière leur censure, il y avait une certaine envie, l'envie de celui que ses pairs ont écarté pour insuffisance. Virginia comptait plusieurs amis qui n'avaient jamais surmonté leur dépit de n'avoir pas été apôtres. En revanche, lorsque Léonard arriva à Trinity, conscient, à coup sûr de ses capacités intellectuelles, mais sachant aussi que certaines barrières à peine visibles, mais appréciables encore, continuaient à interdire l'accès de la société anglaise aux gens de sa race, ne dut pas manquer de trouver dans son admission au sein d'une association puissante qui était, sur le plan moral aussi bien qu'intellectuel, au-dessus des conventions et des préjugés de l'époque, un encouragement et une confirmation. Quand en 1904, ses études terminées, Léonard se retrouva sans fortune, sans diplôme très marquant et sans autre perspective que de partir pour Ceylan, au titre de fonctionnaire stagiaire, il avait assurément sûrement besoin de ce réconfort. Tomber de l'atmosphère éthérée de Trinity pour atterrir dans la solitude de la jungle et les bruyantes agapes du club de l'homme-homme blanc représentait une triste transition.
Toutefois, Léonard était d'une étoffe singulièrement résistante. Non seulement il parvint à survivre, mais il s'est prospéra et gravit les échelons de sa carrière. Lorsqu'en introduction 17 il revint en Angleterre pour un congé, il était clair qu'un grand avenir l'attendait dans l'administration coloniale. Il décida d'y renoncer, de rester en Angleterre et d'épouser Virginia. Ce programme, il lui fallut du courage pour le mener à bien. Il avait à traiter non seulement avec le ministère, mais avec Virginia, et alors que le premier tenait beaucoup à le garder, la seconde était à demi tentée de le laisser partir. Après une période de longue et torturante hésitation, Virginia consentit enfin à épouser Léonard le 10 août 1912, et leur union, malgré le manque d'enthousiasme de Virginia pour les plaisirs charnels, fut à la fois heureuse et durable. Dès le début, ou presque, elle connut de dures épreuves, car, au bout d'un an, Virginia, pour la troisième fois, traversa une crise de folie. En septembre 1913, elle tenta de mettre fin à ses jours. La guérison de cet accès de folie fut d'une longueur pénible. Longtemps l'état de la malade nécessita une surveillance de jour et de nuit. Longtemps, elle essaya de se laisser mourir d'inanition. Il fallut attendre l'automne 1914 pour la voir reprendre une existence à peu près normale. Les Wolfe avaient découvert dans un vallon des collines du Sussex une maison du nom d'Asheham, et ce fut là que Virginia passa sa convalescence. Pour elle, elle aurait certainement préféré rentrer à Londres, et quant à Léonard, qui se consacrait de plus en plus à la politique, s'il avait besoin de la proximité de la capitale, il en redoutait les effets sur la santé de Virginia. Ils trouvèrent un compromis en s'installant à Richmond qui n'était qu'à une demi-heure de train de Londres, et, là, Virginia commença à tenir son journal. Moi, Virginia Woolf, je suis une dame de la haute société, à ma connaissance, jamais Virginia ne prononça ni n'écrivit ces mots, et pourtant je ne crois pas qu'elle eût refusé de reconnaître que cette expression, pourvu qu'on sache la déchiffrer correctement, correspond bien à une des idées qu'elle se faisait en écrivant son journal, et c'est une idée que nous ne devons pas perdre de vue, même si Virginia ne l'a peut-être jamais formulée. La difficulté vient de ce qu'il ne nous est guère possible de savoir ce que ces mots signifient quand on les met dans la bouche d'une personne née en 1882, élevée à Kensington, prête, à 27 ans, à envisager le mariage avec un sodomite avoué, et capable, à 30, d'échanger le nom de Stephen contre celui de Wolfe. La position sociale de Virginia était d'une extraordinaire complexité, et ce serait peine perdue que de vouloir la cerner exactement. Néanmoins, une tentative en ce sens pourrait apporter une aide au lecteur, et elle s'impose. Bien des personnes, pour décrire le milieu social de Virginia, se contenteraient d'un seul mot, Bloomsbury. Mais ce mot, si libéralement qu'on puisse l'interpréter, il comporte en effet bien des significations, ne peut à lui seul dépeindre la diversité des groupes auxquels Virginia était mêlée, et, bien entendu, la réponse ne tient pas compte de cette évidence que Virginia était un être social très solidement lié à un entourage longtemps avant la naissance de Bloomsbury. Ses parents appartenaient à la grande bourgeoisie. Les gens comme eux travaillaient pour vivre, mais ne travaillaient pas de leurs mains. Ils n'appartenaient ni à la classe des loisirs ni à la classe dirigeante héréditaire, ils n'étaient ni propriétaires terriens ni industriels, et ne s'adonnaient pas davantage au négoce. Ils exerçaient une profession libérale, ils étaient hommes de loi, administrateurs civils, professeurs de faculté, hommes de lettres, parfois médecins ou hommes d'église, leur culture était presque exclusivement littéraire. Ils ne s'intéressaient que très peu aux autres arts. 18 La réussite était, itro, itri, s2.ti, litique, 1,1 s'associe ss constitua, r agent, rare ou administrative, ou à Cambridge, le fruit de l'intelligence et d'un travail cliarné. Question fort importante et pour ainsi dire pas à un viol lidan, des écoles bien, puis oti, RCSSLDO, on les poussait ensuite dans quelques carrières juridiques qui assez souvent l'embrantaient aux Indes. Alors Inde, ils s'installaient dans un quartier étroit, long-cul, en gros, appelé Kensington. Ils vivaient dans de hautes et sombres liaisons entourées de meubles, desquels étaient accrochés de grands tableaux sonibri SS dans de lourds cadres dorés. Ils employaient un très grand nombre de domestiques. Laidus,
Ission des filles s'inspirait d'un modèle nettement ion, Yisk, 11, Ifti, Rie, Ito, Nkteeltlissil, Yellertier. D'un CCS, T, on leur inculquait les arts d'Agrenicia, de plus en plus à leur donner une formation sérieuse. Il existait des écoles où l'on dispensait un peu plus que les connaissances rudimentaires, français, dessin, musique et maintien, qui était le domaine d'une vaste et besogneuse armée de gouffres criantes. En 1870, les universités avaient entrouvert leurs portes pour permettre à une jeune personne intelligente de s'y glisser, quand bien même elle portait tournure. La génération de Virginia devait voir les premiers résultats de cette invasion, la brillante et raillante cohorte des étudiants d'Oxford et de Cambridge. Mais le fait que Virginia, pas plus que sa sœur ou sa demi-sœur, n'ait reçu la moindre éducation systématique n'avait rien d'étrange. Une daine était un animal domestique au sens élevé du terme, elle devait se dévouer à son foyer et à sa famille, jouer son rôle de fille docile, de demoiselle de compagnie gratuite, d'infirmière amateur, être, en fait, une sorte de domestique supérieur. Le mariage était la grande aspiration de sa jeunesse, il lui permettrait d'échapper à la tyrannie du foyer et d'échanger une forme de SLRV, une inférieure contre une autre plus élevée. C'était une transaction à laquelle, du moins, devait contribuer par l'apport de sa pureté, terme au sens imprécis mais d'une énorme importance dans la bourgeoisie victorienne. Une fois mariées, les jeunesses filles se trouvaient enceintes à répétition. Les vastes nichés ainsi engendrés, la profonde solidarité familiale, renforcée par la forte mortalité résultant des maladies et de la médecine qui sévissaient au XIIe siècle. Le fait que les survivants tendaient naturellement à user du même système d'éducation que leurs parents et qu'ils avaient en général les capacités requises pour s'élever assez haut dans ce qui était devenu des professions familiales. Tout cela aboutissait à mettre exclusivement entre les mains d'un nombre restreint de familles certaines branches de l'administration. Lorsqu'on étudie l'histoire de cette classe au cours de cette période, on découvre vite un réseau complexe de relations familiales, les ramifications semblent infinies, et il ressort que tout le monde connaissait tout le monde ou y était apparenté, ou du moins avait fréquenté l'université ensemble. Pour imaginer à quoi ressemblait une réunion d'amis chez Monsieur et Mrs. Leslie Stephan, il faut revenir un siècle en arrière. L'image est confuse et brouillée. On peut vraisemblablement situer la réception dans une vaste maison construite vers 1850, ou même plus tôt, les gens d'alors remaniaient les maisons, mais n'en construisaient pas, et ne se sentaient pas à l'aise dans le modernisme. Les décorations devaient être discrètes, rideaux d'un rouge profond, mis en valeur par du bronze brunâtre, meubles noirs bien cirés, rehaussés de filets d'or. Dans une alcôve crarnie de tentures un buste en marbre de Maroc Chéti, Watts témoignant du Titien, dans un lourd cadre de stuc et d'or, une grande photographie de la Madone incidée sur l'introduction 19 de velours pourpre, sous verre et encadré d'or et de bois noir laqué, nombreuses petites photographies de messieurs R, Solti et aux poils abondants, de dards aux beaux yeux et aux épaules nues, et par lotis des livres, objets de respect gainés de cuir ou au moins de toile. Si l'on essaie de peupler cette scène los séduisait X images d'hui, humoriers viennent trop facilement à l'esprit tant ces personnages sont huiliers, grands Adonis guerriers de salle de bal, diplomates, professeurs, membres, 1. L'Académie royale, les cuistres plus cuistiques que nature, L.11, Holdan Hussin de beauté. La tentation est d'autant plus grande, lui, Timo 1 millilitre idion à Hyde Park gâté pour Aurora Chelsea 11 à voix ici au vétin de Seignodel dans le salon de Julia Steffi 11011 pas les diplômes, A, Kit, Evuk. Il est de la garde des cuistres mais les intellectuels, les 1.1 l'annulent, et elle lui nain. On peut tous les retrouver dans l'Ospar, Osproliki, Giclelf. Ici un miroir flatteur à leur classe 1, laissez un miroir par trop flatteur, le crayon de 1 Hachimorier embelli ou caricature. Ut. Paris-Yotir, Décimabulirone ne ressemblait en rien 1100 plus aux réalités que Virginia avait pu connaître dans sa jeunesse. Du côté maternel ses tantes se piquaient en elle d'esthétisme, elle ne suivait pas de près les modes du jour, ni les plumes de pan et les tournesols des esthètes de Dumouriez, s'ils existaient dans le réel, ne se rencontraient pas à Hyde Park Gate. Quant aux Dan Stephan, je soupçonne que l'élégance n'était pas leur fait.
Quand le mouvement esthétique des années 1890 commença de s'imposer, les parents de Virginia étaient trop âgés pour y prêter attention. L'esprit, l'éclat, la perversité et le mysticisme fin de siècle passèrent à côté d'eux, ils représentaient un milieu social très différent. C'est surtout vrai de Leslie qui s'était remariée relativement tard dans la vie, et restait tournée vers le passé, vers les idées sociales et intellectuelles en vigueur vers la moitié du siècle. Considérés globalement, les invités d'Estefan auraient paru respectables plutôt que distingués. Il serait trop difficile de les considérer autrement. En offrir un catalogue paraîtrait assurément fastidieux, mais j'en citerai deux qui peuvent former contraste. Fitzjames Stefan, le frère aîné de Leslie, corpulent, solide, serré dans une redingote boutonnée haut, et armé d'un intellect sans faille, peut passer pour le représentant le plus remarquable de la famille Stefan. C'était une famille qui, en un siècle, à partir d'origines plus que modestes, avait réussi à s'élever jusqu'à des positions influentes dans l'administration judiciaire de l'Angleterre et de l'Australie. Ce Fitzjames, on le savait magistrat redoutable dans les contre-interrogatoires, et terrible lorsqu'il requérait à titre de procureur. Ce théoricien du droit et de la politique était de surcroît homme de lettré, en cela, au moins, rejoignait Anna Ricci. C'était la fille aînée du romancier, sa sœur Minnie avait été la première femme de Leslie. Quant à elle, elle avait écrit de nombreux romans à l'aura de douceur, de légèreté et de flou intellectuel. Virginia a tracé son portrait dans Nuit et Jour, sous les traits de Mrs. Silbury. Dans la conversation, elle était vague, charmante, optimiste jusqu'à l'absurdité, et vraiment irrésistible tant elle apportait de gaieté à ses enthousiasmes. Elle connaissait tout le monde dans l'univers des lettres, et retrouvait exactement les qualités qu'elle prisait chez les filles ravissantes, bienveillantes, impétueuses et impérieuses de James Pattle, l'arrière-grand-père de Virginia, qui, ayant chacune une famille nombreuse, formait une bonne tranche de la société où évoluait les Stefan. Virginia possédait 7 cousins germains introduction 20 lady du côté des Stefan et 16 du côté des Rad. En cette parenté maternelle, on la plus belle des sœurs du même remarque la comtesse Swaney, Virginia comme les surnommait jusqu'à un nom, ses marbres d'Ef, Jean aux yeux noirs. Somers avait déserté sa classe pour épouser un aristocrate, elle maria également ses filles à des fils de ducs, contribuant ainsi définir les limites de ce qui était par ailleurs un groupe nettement bourgeois. Pour groupe de la société victorienne, celui, Pictonel et Stefan avec Esnionvay Avenue, Aisance leurs amis et parents n'étaient pas très compacts. Mais s'il se y avait tout de même des frontières, il est probable un vaste champ de relations, mère, aurait été les déplacée que la duchesse de Bedford, fille de Lady S dans une soirée au 22 Hyde Park Gate, un peu trop, bide, on l'imagine, pour cette compagnie. Lady Henry Somerset, sa sœur, qui, bien qu'innocente, avait été au centre d'un scandale de mœurs, offrait un problème mondain beaucoup plus grave, car bien des personnes de son propre milieu refusaient de lui adresser la parole. À l'autre extrémité du groupe, une des nièces de Julia Stefan avait épousé un fils de fermier qui, lui aussi, aurait été difficile à inclure dans une soirée de Kensington. Mais c'était là des extrêmes, entre lesquels, comme je l'ai dit, il n'y avait pas de barrière notable. Le vaste contingent Stefan différait, mais pas radicalement, de Mrs. Ritchie et de ses nombreuses relations. Ils appartenaient tous à la bourgeoisie, ils étaient tous très cultivés. Tous les Stefan écrivaient des livres, ainsi que nombre de leurs amis. Meredith, Henry James, J.R. Lowell, parrain de Virginia, étaient les visiteurs assidus de Hyde Park gâtés de talents et Steve, et il leur arrivait d'y rencontrer Thomas Hardy, Gosse, Froude ainsi que bien d'autres hommes de lettres victoriens dont les noms sont tombés dans l'oubli. Les Stefan s'occupaient peu de politique, bien que dans sa jeunesse Leslie eût été un fervent partisan de Henry Fawcett. John Morley restait un ami très proche, mais Morley s'intéressait autant à la littérature qu'au parti libéral. Même Charles Bott, leur seul lien avec l'industrie, était l'auteur d'ouvrages sur la question sociale. La branche Paul apportait avec elle un intérêt pour les beaux-arts, dont les Stefan ignoraient tout. Watts et Val Princet, cousins de Julia Stefan, les Holman, les Burne-Jones étaient des amis assez intimes. Au dimanche après-midi de Mrs. Saintin, Péan,
qui étaient de petites réunions sans prétention, on n'aurait guère trouvé de visiteurs imperméables à une citation du docteur Johnson, de Shelley ou de La Rochefoucauld, mais il y en avait encore moins qui eussent jamais entendu le nom d'un peintre impressionniste. D'après nos normes actuelles, nous jugerions leur manière solennelle. Damnation représentait l'exclamation la plus énergique qu'on pût se permettre dans une compagnie incluant des femmes. Les passages les plus grossiers de Swift et de Sterne devaient être parfaitement familiers à Leslie Stephan, mais il aurait été aussi incapable que de les citer qu'eût de faire allusion à une visite aux toilettes. Lui, qui était prêt à mener une rébellion contre Dieu, lui que les innovations politiques n'auraient pas effrayé, acceptait si totalement les conventions et interdits de son époque qu'il les aurait volontiers considérés comme des lois de la nature. En cela il n'avait rien d'exceptionnel, il était simplement un peu démodé, car ce fut bien dans une ambiance de sérieux et de maturité que grandit Virginia, et cela amplifia sans notamment un doute la distance qu'elle devait découvrir plus tard entre elle et la Hoénératigéenne de ses parents. Mais si l'on tient compte de cette distorsion, la différence entre Kensington et sous ce J21 terme nous pouvons inclure la grande majorité des contemporains de Virginia et un Bloomsbury est immense. Les manières, les convictions, le langage du Bloomsbury de 1910 ne seraient pas déplacés dans notre société permissive. S'il y a évidemment des différences, elles ne sont jamais radicales. Ou, en d'autres termes, le Kensington de 1890 n'aurait pas été plus horrifié par nous qu'il ne l'était par le Bloomsbury de 1910. S'il est possible d'assigner une date à pareille mutation, on peut dire que c'est en cette même année que le monde moderne, considéré comme une entité morale, sociale et esthétique a été créé, encore que créé dans un cercle très restreint. Le déménagement de Kensington et d'Edwasbury fut un déplacement sociologique autant que géographique. Il représentait le passage d'une bonne adresse à firme médiocre, de un bienséance à l'hétérodoxie sociale. Je ne doute pas que l'initiative de cet exode ne soit venue de Vanessa, elle avait toujours été l'ennemie des convenances. Au 46 Gordon Square, dans une maisonnée genéenne au chaperon né, elle espérait connaître la liberté. Son espoir se réalisa, au début en tout cas, les libertés que se permirent les enfants Stephan et leurs amis n'eurent rien de bien scandaleux. Aujourd'hui, bien sûr, on n'y verrait aucun mal, mais presque d'emblée elles suscitèrent un murmure de désapprobation choquée. Ces petites Stephan ne cultivaient plus les arts d'agrément, elles ne s'habillaient plus ni ne se comportaient avec décorum. Leurs jours se passaient à leur table à écrire ou à leur chevalet, elles négligeaient presque complètement le cérémonial du thé, des cartons qu'on dépose, elles ne faisaient plus de visites et ne se changeaient plus pour le dîner. Les obligations familiales étaient négligées, les invitations mondaines oubliées, non seulement il n'y avait pas de chaperon, pas de conversation futile, mais il se présentait des dangers graves et positifs sous forme de jeunes gens parfaitement inépousables, et d'entretiens sur des sujets tout à fait inconvenants. Des peintres de réputation douteuse et leurs compagnes plus suspectes encore étaient reçus dans le salon de Vanessa, et puis, alors que la dernière décennie du siècle touchait à sa fin, des nouvelles de nature plus horrifiante commencèrent à circuler. Les mots grossiers, les sujets de conversation les plus innommables, une conduite complètement dépravée était, disait-on, monnaie courante au 46 Gordon Square. Et nul ne s'étonna quand ces jeunes iconoclastes jouèrent un tour pendable à la Royal Navy, prétendirent admirer les barbouillages de Cézanne et tournèrent en dérision les sentiments patriotiques d'une nation en guerre. Ces derniers événements furent naturellement plus tardifs, mais Kensington fut presque d'emblée convaincu que les jeunes Stephan avaient oublié leur éducation, et pour exprimer leur ressentiment d'aucuns usèrent de la forme d'ostracisme la plus directe qu'ils connussent, s'abstenir de les saluer. Pour Vanessa, ce fut la récompense suprême. Cela signifiait pour elle l'abandon de toute comédie mondaine. À ses yeux rien ne défendait l'ancien mode de vie dans lequel elles avaient été élevées. Il était gourmet, ennuyeux, pompeux et limité, les mots d'esprit rivalisaient de lourdeur avec l'ameublement, et la liste des sujets interdits à une jeune fille était encore plus longue et plus accablante que celle de ses devoirs. Excédée des manières de son milieu, révoltée par sa moralité, elle était prête à rejeter jusqu'aux valeurs esthétiques adoptées par la tribu. Découvrant dans l'admiration courante pour Watts et les pré-raphaélites les enthousiasmes vulgaires et la dangereuse sentimentalité d'une époque révolue, Virginia était d'accord avec elle, mais pas totalement. Elle mit beaucoup plus de temps à rompre avec Kensington,
En fait, chez elle, la cassure ne fut jamais point su au snit d'isolis njaelda elanugao socio à soi, mpuada anono uepiotus nien, tpuo ao uxansisulo du anijuru oes baoxas, tuo aniox no twigs nel situ au suramio a oriono en burit poissu, pelu jamboal pulsrano odon inopurizeron, peotuolo alturpot raixon, pearert pas mur sur stemsti. Oslis ni soas luatio walotio sap wake dedeleroixen ortuo, lo serpios suopiono 3 soniotus waino sudatu moi sutolinos ni, l'roel tedo u 4 sapelo popes apo a 3 apes, on sala à 3111e 19 LPNOA et lutuata omio NBAPRSSN roidio insue 11 ricnien biriono wokao a elanolsn so RDI au 110 premier. 19119 Esos opcopoa latiswa RD orturanio 3 nio, NB sniesr et tuozolo luo y1, Pesla unoa ulf saxox na sap sina grand ria xno uso sinoano irgiano 0 lo a opoloa io a u17 ARD MBS 3 jurisda atis SSRI ALTA apre tuto naono conudo disalo, psuo a romni NBAZ l'urfsonal sej srpti. TSRNB se en pomolul soincht sinorsni luranor, S arrondissement gris à la oyolur suan xalom un de on de passe à la esture, Petropaflo unanefa erur, U1 EAU0 IP31, la rue Otsrde atruoptsembe popia osio. U aplo ariorturiano a anzat sidiolido a et litostalio urdi la rota oslo pu à moins 91 t la duez aluesrtif ajra unara le tulo oslo andral tropixo luatios mourdan espo a ejia aposa wala oas 11103 sutu a 6 lact solu 1. Anoao tuatu LNJ à la suex et doyon pusre privé sur Walli Sakos nso nro omb l'arpola adulte. SO2 TEAE, UTNB SUA SAPTURQAO, SLUO Arla Sitar Sana ou Sumio NB Tsua Uxolt 4e AO Atli, ODPEAG Apta Sofrxnas Aslo TPRGO Asbarturi.1011 litres 103 110, un air lutaira à la sud le returualo, NB Osxrb Marxo Animili Oflo. NB Usup Maoruos Rulo Aluair Setuo Asio Aramburno 3 Suo Soyo Pro Ombej Rio on si tu remplir 9113.10 1130 joules Tur CIT OAESR des Wakiao Aria Ivja et Loa Adroano sur Zamilière. NB Warlua et Ananas UORWN du SAP Jarupo Goalners du Loao Alirano P. Payoff Leona Tutuol Itilix Kiazuritus Uon Swea, NB sur cela Urtus Atmo Ambin Purana Mio, NB 0311 PPJOS OSD Itiael Urote AOSRTL et Orimpa Erlo de Adri OSCD le Resredja RUOS, 10 à 03 Népal, Orde l'ours SISS 11, un urgeo aro à RPA Resinocea Osertnita Citiek Nolis Noliori Sir Sieur Sopan. Alalmet enosio pionso sana, mensol nolano le aprsio du Rhum, inuar NB sutamps tuluatua sinal, TSASAP 31 nojio 3 o, loin shelti, SX, salke situ en swalosumedino solco alicul utsoduto, stmaned el sedit xudiaocity 13.21, 101 datu, 19, 1, QUOSD etoas ne RNIAOR, CRS. Wamiro RP Népal minimum, OS, irisance ADE à la nœud, Netimbe, géante lutum la YouTube de point. 390 Ananol Canef 3 L aussitôt à l'ituri et l'âge Aziodol OAP, Euriol, virgule Neacte LWON, PSC liens buirtilet li instu, point d'exclamation irilou pilf. N11 à digide ainsi Waled LRE 13 mètres 3, 1 IRPUTS 3D ditacité Atidal soit. MENF, Népal Deonan, Luept, Osset Saint-Payement Ekit, TTI ATM Ptiat, AU, Polintar Ptia SED1, 1, Li, Itian SJDXD Sojonulti, 111.45 N0 IM Linu, Rio J 1111 Joule JC, LT Pti, 1, 3, 1, point d'exclamation U12 USTIDNE, soit 1, 11110, Sali, Mtizi. 111,101, II, MT.1. Or itricite la niesnik lo antuniop ni 0 à 91 yopt pel amestrui ua 11 uts, TNA titio, biada kiel piano,
IO1CI0 IMJ3 JULOL1, ISNIOIO 4 TEDNI, 11111 S, I.1111.1, 13 tétéanol, 19 SNE SED LTIAUKIV, S ou Lili, degré 101 N la SMURFU, 1, 1 heure, M anal 3, 1 Rio 3111, Stioptanel 0 à 3, un Sasuta altin de Pastitoli, un Liblaxo Oboasom 31, à 1131 31 I 0 une page, virgule 11011 O3 Cliodulo 3 Dribjij Lididlij CCD Opusni 43 Joule 7 COSDLI, PLOTWI et Saraon, au point virgule. Puis les SNJDL et les Diciol des introductions 23 la tendance exactement inverse était représentée par un groupe plus jeune qu'on pourrait qualifier de seconde génération de Bloomsbury, car il dérivait aussi, pour une borine part, de la bourgeoisie intellectuelle et de Cambridge, Rupert Brooke, K. Cox, Frances Darwin, Jacques Ravra, Lyrinil, Margerie, Daphné Noël Olivier partageaient bien des goûts et des idées de la génération de Virginia, mais, s'il s'intéressait beaucoup moins à l'éthique de George Moore et aux post-impressionnistes, il se préoccupait davantage de politique, était plus énergique, plus extérioritier. CCS néo-raillant se plaisait aux exercices physiques, aux simples joies de la campagne, et à la poésie. Ils étaient groupés tir de Rupert Brooke, quand celui-ci partit pour la guerre et mourut au début de la campagne des Dardanelles, le néo-paganisme parut mourir l'ici. Mais plusieurs de ses représentants et notamment K. Cox, qui avait soigné Virginia lors de sa crise de phthie, restèrent liés d'amitié. Ainsi elle, cercle où pénétra Léonard en épousant Virginia étaient des plus hétérogènes. Bien des amis de Virginia étaient déjà les siens, il avait appartenu au noyau originel d'où était sorti Bloomsbury, mais à son retour de Ceylan, il trouva une société différente, une société où la peinture comptait autant qu'elle avait été négligée à Cambridge, où Clive Bell jouait un rôle de pivot de plus en plus important, et qui s'était accru de Roger Free et de Duncan Grant. Quant à Léonard même, il dut présenter sa femme au Wolf, Virginia les trouva tous étranges et exotiques. Comme ils jouèrent un rôle important dans sa vie, il nous faut parler d'eux, mais c'est un sujet délicat pour quelqu'un du dehors. À en croire Virginia, ils avaient peu d'amis, peu qu'elle connut, du moins. Les nombreux frères et sœurs étaient dominés par la mère, femme capable d'héroïsme, mais qui passait généralement pour craintive et sentimentale, qui exigeait sans cesse de ses enfants des preuves d'affection, et en obtenait, je crois, Léonard, qui était un vrai rebelle, résolu à s'évader de cette matriarchie, n'en était pas moins scrupuleux dans l'accomplissement de ce qu'il jugeait ses devoirs filiaux trop, même, aux yeux de Virginia et les exigences des Wolfe, de même que celles de la famille de Virginia, était une cause de friction pour le couple Léonard-Wolfe, est le gendre de notre vieille amie Leslie Stephan, puisqu'il a épousé Virginia. Je n'ai jamais eu le moindre échange avec lui, c'est un Allemand pervers, à demi barbare, qui a violemment pris parti pour le bolchevisme et pour l'Ulysse de Monsieur James Joyce, ainsi que pour la grande émancipation sexuelle et toutes les affreuses lubies de l'époque. Inutile pour nous de lutter contre un tel personnage. Il ne ferait que redoubler de sarcasme et de raillerie. Ce qu'il déteste chez RLS, Robert Louis Stephenson, c'est précisément ce que nous aimons, le raffinement, la délicatesse, la beauté. On ne discute pas avec un homme comme lui. On ne peut que se taire sur le moment et, à la prochaine occasion qui se présentera, répéter une fois de plus que RLS fut un grand écrivain et une belle âme. Ainsi en écrivait Gossa Sidney Colvin en 1924. Sa lettre met nettement en évidence la différence qui sépare deux générations d'écrivains, mais elle a un autre intérêt encore, qui lui vient de contenir tant d'informations erronées. C'est d'autant plus remarquable qu'en 1924 le poids de Bloomsbury avait commencé de se faire sentir dans la République des lettres et ailleurs. 10 ans plus tôt pareille ignorance eût été naturelle, car à cette époque, celle où commence ce journal, Bloomsbury était quasiment inexistant. Monsieur Forster était le seul écrivain du groupe à avoir acquis 111 110,111, 1011, ILT, première, de 13 5111, Bury. Lit-on suma quelques réputations, c'est encore ce télé-léchet, tout comme virgule 11, un point VLTI, I, 110, I, IC, 1111C,
STS. Il livre à son actif était un guide, le 1.1 littérature iralici, nid, l, mar, qui navigue l'IRTS, Eliation. Desmond Mat.11111 1.11, et 1, 11 Ali, S1, Dilodiadimil, Florida AVU, Hercule Cruni, T, Grand Roman 111, Sensilage Céline T, il, virgule 7, Itic Cure 1171, un pied 1, il qui ne l'écrirait l'aîné. Quant à Soli, N, il qui 11111,1, le tissétal engagé dans une ivoire qui de et le détoniel de la noloriété, de, on bureau du trésor, il est réduit, et des rapports qui étaient de, modèle, du genre, m'écrit de D, virgule qui nous sortait. Il consacrait dit plus en plus, sa virie, 1.0 à M111,Gilix d'initié. Mavnar Kenil, 8.111 SI, était .111 I résidence 0,1 centilitres cétil, LOL RC Expitsimi, 1 WR, EURON d'avenir, mais personne à cette époque ne pouvait prévoir la rive voyante et scandaleuse, Pic prendrait ce brillant avenir. Adrien, le frère de Virginia, avait épousé Karine Costeclos, union qu'aucun de ses fils Ressazur n'approuvait, de même que Saxon, il semblait rechercher l'obscurité plutôt que la célébrité. En fait, il n'avait pas encore trouvé sa voie. Dans le domaine des arts, Bloomsbury commençait à se distinguer, bien que Vanessa fût à peu près inconnue en tant que peintre et qu'elle n'eût encore jamais exposé seule. Clive, avec lequel on pouvait à peine dire qu'elle vivait, mais qui était et devait rester toujours pour elle un ami affectionné, venait de causer un grand retentissement en publiant Art, tentative visant à donner une expression systématique au formalisme esthétique. C'était en 1914, et, 2 ans auparavant, il avait aidé à organiser la seconde exposition des post-impressionnistes. Lorsque la guerre éclata, il commençait à se faire un nom dans la critique. Roger Free était son ami et, jusqu'à un certain point, son mentor. Free s'était déjà rendu célèbre par lui-même avant que la première exposition post-impressionniste ne fît sursauter Londres, au cours des dernières semaines de l'année 1910. Depuis lors, il avait été l'amant de Vanessa, mais il était désormais en train d'apprendre, très lentement, comment vivre sans elle, tout en restant, ainsi que l'avait fait Clive, son ami. Duncan Grant, qui l'avait remplacé dans le cœur de Vanessa, abordait à peine, alors, cette longue association professionnelle et affective qui devait durer toute sa vie. Son talent d'artiste était hautement prisé par le petit cercle qui connaissait son œuvre, mais lui non plus n'avait guère encore accroché l'attention du public. Il ne faut pas oublier que si Free avait été un des pivots de la révolution avant-gardiste des années 1910-1914, et s'il avait, avec quelque éclat, créé les ateliers Oméga, ses amis et lui ne représentaient qu'un élément dans un mouvement plus vaste, et la grosse publicité se porta peut-être ailleurs. Il faut noter qu'en Angleterre le mot futuriste servait généralement à désigner toutes les formes de modernisme pictural et qu'il en fut encore ainsi longtemps après que la guerre eut mis un terni au futurisme, au vorticisme et à la phase abstraite des peintres de Bloomsbury. Ces gens qui forment ce que nous appelons Bloomsbury étaient ceux que Virginia aimait et connaissait le mieux. Quel genre de personnes étaient ceux? Assurément, des gens intelligents, tout, même si l'intelligence de Duncan Grant, de Vanessa Bell, ou d'ailleurs celle de Virginia, n'avait rien de la fulgurante rapidité qui rendait si éblouissant l'esprit de Maynard Keynes, et pas grand chose de commun avec la sagesse vigoureuse et érudite, mais parfois lente et spécieuse, de Roger Free. On ne saurait même affirmer qu'il prenait tout plaisir à discuter, tandis que Desmond et Maynard, Clive, ITT, Ion et Roger débattaient allègrement de presque n'importe qui. Foyle 101 011 25 quoi qui sortit de la banalité, une ayant dessiné et Vanessa, plus souvent qu'à son tour, s'endormait. Quant à Virginia, Click affectait, mais pas très sérieusement, de considérer les peintres à peu près comme des crétins et des ignares invétérés. Mais elle n'aurait jamais de senti ou taxé sincèrement de stupidité aucun de ses amis de Bloomsbury. Chez tous, elle trouvait une vivacité d'esprit, un trésor d'humour qui tenait à une certaine vigueur intellectuelle. Chez tout, il y avait un robuste sens de l'équilibre, qui les conduisait à estimer l'intelligence. Ils avaient conscience qu'on ne doit jamais permettre aux émotions de gouverner la raison,
de sorte que, à cet instant où la question catastrophique de la guerre s'imposait à eux, et malgré la grande diversité de leurs opinions qui, sur certains points les opposaient diamétralement, aucun d'eux n'aurait jamais proclamé, comme le faisaient certains de leurs amis, c'est là un sujet que je me refuse à discuter. Je sens trop profondément pour écouter la voix de la raison. J'aime, je hais et je me refuse à discuter. Bloomsbury, on se devait de toujours rester ouvert à la discussion. Le revers de ce respect pour l'intellect était un certain irrespect envers la morale courante, la sagesse traditionnelle et les élans populaires, une méfiance presque instinctive des passions de la foule, que les lecteurs de ce journal relèveront dans plusieurs passages où Virginia se trouve confrontée à une vaste démonstration de joie, de douleur ou de courage patriotique. Et, pourtant, je crois qu'on est en droit d'affirmer que la solidarité de Bloomsbury avait des racines plus morales qu'intellectuelles. Virginia, Vanessa, Clive, Saxon et Lytton étaient unis par l'amitié, la parenté et l'amour. Ce fut leur affection mutuelle qui fournit le noyau autour duquel se forma Bloomsbury. Un chagrin partagé vint souder à jamais ces liens, la mort de Toby Stephen. Ce fut à ce moment-là que Vanessa et Virginia, auxquelles le formalisme larmoyant du deuil victorien n'était que trop familier, découvrirent dans ces jeunes étudiants de Cambridge, brillants, discutailleurs et disèrent, une profondeur de sympathie qui n'avait nul besoin d'exhibition de crêpes noires et de sentiments grandiloquents. Finalement, la force de leur union ne reposait pas sur une communauté d'idées et d'opinions. Elle était fondée sur la tendresse. La solidarité de Bloomsbury était assez grande pour résister aux épreuves, les fureurs de la jalousie et du désir frustré, l'ennui presque sadique de la conversation de Saxon, les commérages et les reproches, la mauvaise foi et les perfidies des rivaux en littérature, toutes les railleries piques que des gens intelligents et ombrageux peuvent mutuellement s'infliger, et les amitiés parvenaient toujours à survivre. Des membres du groupe pouvaient disparaître pour un temps, ou mener des aventures exogames, jamais il n'y avait de rupture ni de querelle durable. Les amis restaient amis pour la vie. Au moment où commence ce journal, Bloomsbury n'était déjà plus Bloomsbury. Ses anciens résidents l'avaient quitté, fini les relations faciles et agréables entre voisins. Maynard habitait toujours l'ancienne maison des Belles, au 46 Gordon Square, mais Vanessa passait la plus grande partie de son temps à la campagne en compagnie de Duncan. Ottoline avait abandonné Bedford Square pour sa propriété de Garsington, où Clive et quelques autres pacifistes l'avaient rejointe. Quant à Virginia, elle menait une existence paisible à Richmond. La persistance des amitiés anciennes devait les rassembler à nouveau. Bloomsbury se reconstituerait, mais sous un nouvel aspect. En attendant, Virginia vivait dans une sorte de vide, à peine remise de sa crise de démence. Puisqu'elle semblait se introductivement s'y rétablir et qu'elle était capable de travailler et de jouir de la compagnie de Léonard, on pouvait la croire heureuse. Mais à d'autres égards son sort n'était guère enviable et elle était entrée dans sa maturité sans grand succès à son actif et autour d'elle des gens plus jeunes parvenaient rapidement à la célébrité. Elle était plus pauvre qu'elle ne l'avait jamais été. Elle se doutait certainement que son équilibre mental restait précaire. Elle commençait tout juste à découvrir la forme romanesque qui lui connaît, la grande aventure littéraire de sa vie ne se profilait pas encore à l'horizon, et eux attendaient avec une terrible anxiété la parution de son premier roman. 9-15 Cette partie du journal de Virginia Woolf constitue une sorte de prélude à l'œuvre proprement dite. Après 6 semaines de rédaction consciencieuse, la tentative tourne court. Pourquoi Virginia Woolf commença ses notes, nous l'ignorons, mais nous savons pourquoi elle les interrompit. Vers la mi-février, elle sombra dans la folie. C'était la seconde phase de ce qui fut sa plus longue dépression, une période de violence et d'agressivité, très différente de la mélancolie et de la tendance au suicide qui l'avait précédée durant la seconde moitié de 1913. Ce prélude décrit, par conséquent, la fin d'un intermède de beau temps entre deux terribles tempêtes. Le premier roman de Virginia Woolf, La traversée des apparences, avait été accepté en mars 1913 et sa publication repoussée jusqu'en 1915. Virginia n'y fait allusion qu'une seule fois, mais il serait déraisonnable de supposer que le livre était absent de ses préoccupations. L'idée qu'il allait bientôt paraître peut fort bien être à l'origine de cette rechute dans l'insanité. Celle-là, le premier cahier du journal, voire appendice, il y. Chaque note est datée sur une petite étiquette soit ovale, soit ronde ou en losange,
Collé au sommet de la page, les 11 premières dates sont dactylographiées. Vendredi 1er janvier. Pour bien commencer ce journal, il me faut remonter au dernier jour de l'année écoulée, à l'instant du petit déjeuner, quand j'ai reçu une lettre de Missy Salette. Elle me disait qu'elle avait dû renvoyer Lily sans préavis pour mauvaise conduite. Naturellement, nous avons supposé qu'il s'agissait d'un certain genre de mauvaise conduite. Un jardinier marié, hasardé jeu. Nos spéculations nous mirent mal à l'aise toute la journée. Mais ce matin j'ai eu des nouvelles par Lily même. Elle m'écrit, très posément, qu'elle est partie parce que Missy Salette s'est montrée insultante à son égard. Ayant obtenu un jour de congé, plus les 2 nuits, elle est rentrée le matin à 8h30, pas assez tôt. Où est la vérité? Là, je pense. Missy Salette est une vieille femme acariâtre, tatillonne et même, cela se sait, tyrannique avec ses uns. Lily, une brave fille du Sussex qui avait eu un bébé, était femme de chambre chez les Wolff, à mai 1914, avant de se placer, nantie d'un certificat de VW chez Misalette. Elle revint chez les Wolff lorsqu'ils s'installèrent à Hogarth House en 1915, n'y est-elle partie de son propre gré, toute contrite, après avoir été surprise à la cuisine en compagnie d'un soldat 28 domestique. Et Lily n'a sincèrement pas dû penser nier. Mais j'ai écrit pour avoir eu s'il m'a fallu des détails, une autre d'Anne voulant, sans attendre, nu certificat. Écrire à Mrs. Waterloo, sujet de la note de ramonage qu'on nous a imputée, une de ces lettres qui viennent naturelles caractère bien trempé, mais pas au faible. Et ensuite nous sommes allés à pied jusqu'à la coopération, dans le froid et la pluie, pour protester contre leur comptabilité. Le gérant, jeune homme tramant des airs d'ennui, a récidivé plutôt qu'il ne s'est disculpé. À l'un chemin du retour 1h10 US avons entendu, cuirassé britannique. Cuirassé britannique, et appris que le formidable avait été coulé dans la Manche. Les cloches du Nouvel An nous ont empêchés de dormir la nuit dernière. J'ai cru tout d'abord qu'elle carillonnait une victoire. Samedi 2 AM, premier. Voilà le genre de journée que je choisirais autant que possible s'il fallait donner un échantillon de notre vie la plus habituelle. Nous prenons notre petit déjeuner, j'interroge Madame Le Grisi. Elle se plaint de l'énorme appétit des Belges et de leur prédilection pour la cuisine au beurre. Ils ne vous font jamais grâce de rien, remarqua-t-elle. Le comte, dînant avec eux le soir de Noël, a insisté, après le porc et la dinde, pour avoir une 3e viande. Madame Le Gris espère donc voir bientôt la fin de la guerre. S'ils mangent ainsi en exil, eh bien, elle se demande vraiment ce que cela doit être quand ils sont chez eux. Après quoi elle et moi nous remettons tous deux à nos griffonnages. Elle achève sa critique du conte populaire et je fais environ 4 pages de l'histoire de la pauvre Effie. Nous déjeunons et lisons les journaux, convenons qu'il n'y a pas de nouvelles. Joli Guiman Ring 600 Open dans 20 minutes, puis nous emmenons Max, un chien, faire une promenade. À mi-chemin du pont, nous nous sommes trouvés bloqués par le fleuve qui montait à vue d'œil avec un petit flux et reflux semblable à la palpitation d'un sœur. En fait, 5 minutes plus tard, la route que nous avions prise était traversée par plusieurs pousses d'eau ruisselantes. Ce qui est curieux, entre autres choses, dans les faubourgs, c'est que les maisonnettes rouges les plus infâmes sont toujours louées et qu'aucune n'a de fenêtre ouverte, ni de fenêtre sans rideau. Je suppose que les gens sont fiers de leurs rideaux et que la rivalité est grande entre voisines. Une des maisons en avait une paire en soie jaune, rayée d'entre deux de dentelle. Les pièces devaient être plongées dans la pénombre et sans doute imprégnées d'une odeur de cuisine et d'êtres humains. Il faut croire que posséder des rideaux est une marque de respectabilité. Sophie 8 tenait beaucoup aux rideaux autrefois. Et ensuite je suis allée en Marjorie Waterloo et Garde, 1883, 1973, seconde femme de Sydney Waterloo, voire janvier 1915, note 13. En octobre 1914, les Wolff avaient loué H.E.M. Waterloo, qui y restèrent jusqu'en juillet 1915. La succursale à Richmond, des magasins de vente au détail gérés par la Cooperative Society, d'origine belge, Mine Legris était la logeuse des Wolff à Richmond où ils occupèrent des chambres meublées, d'octobre 1914 à mars 1915. Village Folktal of Ceylan, conte populaire de Ceylan, recueilli et traduit par un Parker. La critique de L.W. parue dans le TLS du 7 janvier 1915. L'histoire de la pauvre Effie devait devenir nuit et jour et Effie se changer en Catherine, voire plus loin, 15 janvier 1915, note 49.
de Sir Walter Scott, publié en 1815. 7. La marée se fait sentir dans la Tamise depuis l'embouchure jusqu'à l'écluse de Teddington, en amont de Richmond. Les grandes marées de printemps, conjuguées à des pluies exceptionnellement fortes, pouvaient causer des inondations. Sophie Fan, 1861-1942, qui fut la cuisinière des Stephans, puis d'autres membres de la famille, à partir des années 1880, janvier 9, 5, 29 aux provisions. Le samedi soir est le grand soir pour les achats, et certains comptoirs sont assiégés par 3 rangs de femmes. Je choisis toujours les boutiques vides où qu'on vous a payé un demi-penny de plus à la livre. Ensuite nous avons, j'imagine, pris le thé, avec du miel et de la crème. Pour l'instant elle tape son article. Nous allons lire toute la soirée et puis aller au lit. Dilich 3 Jiricre, c'est curieux comme les vieilles traditions, si bien enterrées qu'on puisse les croire, réapparaissent soudain. Hyde Park Gate, nous réservions le dimanche matin à l'entretien de l'argenterie. Ici, je m'aperçois que je consacre le dimanche matin à de petits travaux disparates aujourd'hui, c'était taper à la machine et ranger la pièce et faire les comptes, qui sont très compliqués cette semaine. J'ai 3 petits sacs de pièces qui doivent chacun quelque chose à l'autre. Nous sommes allés à un concert à Kéance Hall dans l'après-midi. Considérant que mes oreilles sont restées vierges de musique depuis plusieurs semaines, je pense que le patriotisme est une émotion basse. Ce que j'entends par là, j'écris à toute vitesse, attendant Flora pour le liner, c'est que l'on a joué l'hymne national et un cantique et que je n'ai constaté qu'une absence totale d'émotion chez moi comme chez les autres. Si les Anglais parlaient ouvertement de W.C. et de fornication, peut-être seraient-ils remués par des émotions universelles. Les choses étant ce qu'elles sont, toute incitation à vibrer en commun est irrémédiablement gâchée par les pardessus et manteaux de fourrure qui s'interposent. Je commence à abhorrer mon espèce, surtout après avoir considéré les visages dans le métro. Vraiment, je trouve plus agréable de regarder du bœuf cru ou des harengs sort. Mais il faut dire que j'ai dû faire le pied de grue pendant 40 minutes à la gare de Charing Cross, si bien que je suis rentré très tard et que j'ai manqué d'un camp qui était là. Et puis Londres, à présent, le dimanche soir est l'endroit le plus lugubre qui soit. Il y a de longues rues couleur de boue, et juste elles, assez de lumière du jour et assez peu de lumière électrique pour qu'on puisse voir le ciel nu, qui est d'une froideur et d'une platitude inexprimables. Dans le Times d'aujourd'hui, il y a un article sur les étoiles de Londres. Elles pourraient nous inspirer un élan qui nous permettrait de nous consacrer sans relâche à des entreprises durables, dont les étoiles et non les lumières de Londres sont le juste symbole, ainsi soit-il. 5 janvier. Lundi 4 janvier. Je n'aime pas la voix des Juifs, je n'aime pas le rire des Juifs. Par ailleurs je pense, pour employer l'expression de Saxon 11, qu'il y a quelque chose à dire en faveur de cet autre Hyde Park Gate, Kensington, devenu le 22 en 1884, qu'est née Virginia Woolf. Ce fut son foyer et celui d'une quinzaine de personnes, domestiques comprises, jusqu'à la mort de Sir Leslie Stephen, son père, en 1904. Duncan Corot James Grant, 1885-1978, peintre et fils unique du Major Bard Grant, dont la sœur était devenue Lady Strachey. Duncan passa une bonne partie de ses jeunes années chez les Strachey. V.W. fit sans doute sa connaissance à Paris en compagnie des Bell. Il était depuis quelque temps l'amant de Vanessa Bell et ils vécurent ensemble jusqu'à la mort de celle-ci en 1961. On trouvera une lettre de V.W. exprimant son exaspération et son regret de l'avoir manqué ce jour-là dans V.W. de l'été, I. numéro 717. Saxon Sydney Turney, ami de longue date, tant de V.W. que de L.W., voire plus loin, 14 octobre 1917, note 16-30 janvier 1915. Flora Woolf 12. Elle s'est tapée à la machine, elle connaît la sténo, chante, joue aux échecs, écrit des nouvelles qui sont parfois acceptées et elle gagne 30 livres par semaine comme secrétaire du délégué général de l'Église d'Écosse à Londres. Et, en se s'adonnant à ces divers arts, elle restera jusqu'à un grand fringant comme un joueur de billard qui a 5 boules sur le tapis. Le monde extérieur a fondu sur nous en vociférant ces matins. J'ai eu une lettre de Missy Salette 2, j'ai eu une lettre de Lily 3, elle a reçu tout un document de Sydney Waterloo. D'après Missy Salette, Lucie aurait caché un soldat dans l'office,
Elle irait également rejoindre des soldats à la grille, et ainsi, outre que cela donne mauvaise réputation à la maison de Missy Salette dans le village. Missy Salette en personne a peur parce qu'il n'y a que des dames clan la maison. Lily admet tout au plus qu'elle a reçu un de ses frères, mais elle ajoute que Missy Salette n'est pas seulement très vieille mais très malade. Quant à la lettre de Sydney, elle m'a écœuré plus que je ne saurais dire. La maison était sale, on n'a pas fallu moins de 4 personnes frottant pendant 15 jours pour la rendre acceptable, etc. Toutes choses qu'il aurait supportées en silence si ce n'avait été mon billet. Alors je lui ai écrit et j'ai écrit à Lily et après avoir consacré un bon moment à exprimer avec noblesse des sentiments vertueux, je vois clairement comment l'hypocrisie vient aux fonctionnaires. À Lily, j'ai dit que si je lui donnais un certificat il fallait qu'elle me promît de se mieux conduire car je ne doute pas que la pauvre Missy Salette et sa vieille sœur tremblent tant entendent des voix de soldats chaque fois que le vent passe dans les lauriers. Philippe en permission pour 4 jours est venu nous voir après le déjeuner. Il est complètement dégoûté de l'armée, nous a raconté des histoires incroyables de stupidité militaire. On a accusé un homme de désertion l'autre jour, et on l'a condamné, et puis on s'est aperçu que l'homme en question n'existait pas. Le colonel dit « J'aime les jeunes gens bien habillés, messieurs, et se débarrasse des recrues qui ne répondent pas à cette exigence. De surcroît, on ne demande plus de cavalerie pour le front, si bien qu'ils resteront sans doute éternellement à Colchester. » Encore une journée sombre, pluvieuse. Un aéroplane est passé dans les hauteurs. Mardi 5 janvier, j'ai reçu ce matin une lettre de Nessa 5, qui traite Mrs. Waterloo de hausse franc et nous conseille de ne pas payer un sou. La propreté est une idole à laquelle il faut se garder de rendre un culte, dit-elle. Assurément, nous ne lui en rendons un ni l'une ni l'autre. Je suppose que Mrs. Waterloo a couru partout avec un chiffon à poussière, et passé le doigt sous les lits. J'imagine sans peine la liste de ses découvertes. Flora Woolf, 1886, 1975, la plus jeune des sœurs de L.W. Sydney Philip Waterloo, 1879, 1944, après des études à Eton et à Trinity College, Cambridge, entra dans la diplomatie en 1900. Il donna sa démission en 1905, mais reprit du service aux affaires étrangères à la déclaration de la guerre. VW fit sans doute sa connaissance par les belles en 1910. En 1911, après l'échec d'un premier mariage, il lui demanda de l'épouser. En 1913, il se maria avec Marjorie Eckard. Philip Sidney Wolfe, 1889-1962, le dernier des 5 frères de L.W., servait dans les hussards du roi, avec Cécile, l'avant-dernier. Il fut blessé et son frère tué par le même obus à la bataille de Cambrai en novembre 1917. Il avait ambitionné d'être peintre, mais après la guerre devint régisseur du domaine de Waddesdon, propriété de James de Rothschild, un de ses cousins par alliance. Vanessa Bell, née Stephan, 1879-1961, peintre, sœur aînée de VW, la personne qui comptait le plus dans sa vie après LWL avait épousé Clive Bell en 1907. Mais en 1915 le mariage ne tenait plus que pour des raisons de commodité et d'amitié. En fait, à partir de 1914, Vanessa, d'un point de vue sentimental, fut la femme de Duncan Grant, et elle le resta jusqu'à sa mort en 1961, R. On ne saurait donner une réponse absolument nette à cette question. En matière de véracité, Virginia n'avait pas très bonne réputation. Elle passait pour malveillante, bavarde et encline à se laisser emporter par son imagination. En tout cas, un de ses amis, prévoyant la publication de la correspondance du journal, tenta d'avertir la postérité que mieux vaudrait ne pas ajouter foi à tout ce qu'elle y racontait. Tôt ou tard on publiera les cahiers et les lettres de Virginia Woolf. Cela donnera un bon nombre de volumes fascinants, des livres qui seront, comme la correspondance de Byron, à lire et à relire rien que pour le plaisir. Mais qu'au milieu de son plaisir le lecteur se souvienne contienne pas un mot de vrai, on aimerait savoir quel est le passage ainsi censuré par Leonard Woolf. Pour moi, elle a énuméré à Sydney, obnubilant sa philosophie, et comment elle a fulminé contre cet épouvantable souillon de Virginia Woolf. Tout de même,
Il ne faut pas oublier que les domestiques mettent toujours un point d'honneur à trouver mal propres les maisons où ils vont et à les laisser brillantes comme un sou neuf. Mais en voilà assez sur les Waterloo et leurs seaux d'eau sale. Nous avons travaillé comme à l'ordinaire, et comme à l'ordinaire il a plu. Après le déjeuner nous sommes allés nous promener dans le Day Park et nous avons constaté, à une ligne de brins de paille, la hauteur atteinte par le fleuve. Et vu qu'un grand arbre est tombé en travers du chemin de halage en écrasant le parapet indié, à Teddington, on aurait aperçu 3 cadavres qui descendaient rapidement le courant. Le temps pousse-t-il au suicide? Il y a dans le Times à propos d'un accident de chemin de fer, un article bizarre, où il est dit que la guerre nous a donné un plus juste sens des proportions quant à la vie humaine. J'ai toujours pensé que nous la surestimions d'une manière absurde, mais je n'avais jamais imaginé que le Times le dirait. Elle est allée à Hampstead pour sa première conférence à la Guilde des femmes. Il ne semblait pas inquiet, il est en train de parler à cet instant même. On craint que le vieux monsieur Davis ne soit mourant, mais j'ai dans l'idée qu'il va résister encore pendant des années, même s'il désire mourir et si le fait qu'il vive gêne beaucoup Margaret dans son travail. J'ai acheté ma viande et mon poisson dans High Street, entreprise humiliante, mais qui m'amuse. Je déteste le spectacle des femmes qui font leurs courses. Elles y mettent tellement de sérieux. Puis j'ai pris une fiche à la bibliothèque et j'ai vu tous les commis de magasins et les couturières en vêtements râpés qui feuilletaient des illustrés, l'air d'abeilles dépenaillées sur des fleurs dépenaillées. Du moins, ils sont au chaud et au sec, et il pleut encore aujourd'hui. Les Belges du rez-de-chaussée jouent aux cartes avec des amis, et parlent pendant qu'on détruit leur pays. Après tout, ils n'ont rien d'autre à faire. Mercredi 6 janvier, encore les Waterloo, encore Lily. Mrs. Waterloo écrit au sujet du four, à Léonard cette fois, et termine en disant qu'elle se désole à l'idée que nous sommes mais contrariés alors qu'en fait il trouve H.M. absolument enchanteur. C'est une drôle de chose que dans cette correspondance les deux dames écrivent chacune à l'un des messieurs sans tant d'instinct. Je crois que, si elles s'écrivaient l'une l'autre, toute l'affaire tournerait vraiment à l'aigre. La lettre de Lily reprend l'histoire du soldat. En la lisant, j'ai cru avoir de nouveau Lily devant moi, avec ses yeux touchants et stupides de caniche, bien incapable de faire du mal à une mouche ou d'avoir une pensée vulgaire, et pourtant vouée à expier les péchés de personnalité plus forte que la sienne. En ce cas, elle était à la merci d'une femme de chambre qui a invité les soldats et Lily n'a pas eu assez de fermeté d'esprit pour les envoyer promener à leur arrivée, ni ensuite pour rapporter sur le compte d'une autre domestique. N'importe quoi mais pas ça, et voilà aussi pourquoi The Women's Cooperative Guild, fondée en 1883, était une branche autonome du Cooperative Movement. Elle avait son quartier général au 28 Church Road, Hampstead. Le révérend John Llewellyn Davis, 1826-1916, théologien, socialiste chrétien, un des premiers soutiens du Cooperative Movement et de la Women's Guild. Après une carrière de pasteur, il passa les 8 dernières années de sa vie à Hampstead, avec sa fille Margaret, 1861-1944, qui, après des études à Girton College, Cambridge, fut secrétaire de la Women's Cooperative Guild de 1889 à 1921. 32 janvier 1915, elle a eu son bébé, j'imagine. Enfin, j'ai encore témoigné en sa faveur, et elle a promis de ne plus avoir affaire aux soldats. Elle est partie à 10 heures pour sa seconde conférence à Hampstead. La première a été un grand succès, comme je l'avais prévu. Il trouve les femmes beaucoup plus intelligentes que les hommes, trop intelligentes à certains égards, et sujettes, de ce fait, à perdre de vue la véritable question. Elle a une autre conférence à donner cet après-midi, et restera donc à Hampstead, déjeunant avec Liliane et voyant peut-être Jeannette Neuf. Il faut vraiment être modeste pour traiter ces travailleuses, et aussi Liliane, Jeannette Margaret, comme il le fait. Clive ou tout autre brillant jeune homme se donnerait des airs et, tout en admirant peut-être beaucoup ces femmes, affecterait de n'en rien faire. J'ai écrit toute la matinée avec un plaisir infini, ce qui est curieux, car je n'oublie jamais qu'il n'y a aucune raison pour que je sois contente de ce que j'écris, et que dans 6 semaines, ou 6 jours, je le trouverai détestable. Puis je suis allée à Londres pour m'enquérir de la possibilité de se loger à Gray's Inn 21. Il y avait 2 pièces vacantes. Je leur ai aussitôt prêté toutes sortes de charmes, et j'étais très surexcitée lorsque j'y suis entrée. Mais ce serait très bien pour une personne, impossible pour 2. Ce sont des chambres parfaites, qui donnent sur le jardin, mais non rien de plus.
Dans l'une on entendait le grondement de Grace in Road. Ensuite, j'ai vu un appartement dans Bedford Road qui promettait monts et merveilles, mais lorsque je me suis informé auprès des agents, ils m'ont dit qu'on venait de leur recommander de ne louer que meubles et, bien entendu, je suis persuadée maintenant qu'il n'y a pas dans tout Londres un appartement qui vaille précisément celui-là. Je pourrais flâner pendant des heures dans les rues sombres de Holborn et de Bloomsbury. Tout ce que l'on voit et ce que l'on devine, le tumulte, le désordre, l'affairement. Il n'y a que les rues bondées qui me permettent de penser ou plutôt ce que chez une autre personne on appellerait penser. Maintenant il me faut décider si je remonterai ou non à Londres pour une soirée à Gordon Square 22, où se produiront les Darani 23. D'un côté, je rechigne à m'habiller et à faire le trajet, de l'autre, je sais qu'au premier aperçu d'une fente de lumière dans le hall et au brouhaha des voix je serai aussitôt enivré et déciderai que rien dans la vie n'est comparable à une soirée. Je verrai des gens magnifiques et j'aurai l'impression d'être sur la plus haute crête de la plus grosse vague au centre et en plein déroulement des choses. D'un troisième et dernier côté, les soirées passées à lire au coin du feu ici à lire Michelet et l'idiot, à fumer et bavarder avec elle en pantoufles les robes de chambre, où l'équivalent sont délicieuses aussi. Et comme elle ne va pas ni presser d'y aller, je citerai Liliane Harry, amie et compagne de Margaret Llewellyn-Davis, trésorière, puis secrétaire adjointe de la Women's Cooperative Guild. Jeannette Elizabeth Caz, 1862-1937, condisciple de Margaret Llewellyn-Davis à Cambridge, puis sa voisine à Hampstead, où elle habitait avec sa sœur Amphi. Humaniste, elle avait dès 1902 donné des leçons de grec à VW, dont elle s'était fait une amie. C'était également une militante de la cause des femmes, du libéralisme et du pacifisme. Arthur Clive et Warbell, 1881-1964, critique d'art, avait épousé Vanessa Bell en 1907 et, en tant que beau-frère, devait jouer un grand rôle dans la vie de VW, étant à différentes périodes son confident littéraire et son flirt. À Cambridge, il avait été l'ami intime de Toby Stephan, le frère de VW la plus au nord des 4 grandes îles of Court, au collège d'avocats. Il était parfois possible à de simples particuliers d'y louer des chambres meublées 46 Gordon Square, où les 4 Stephan s'étaient installés après la mort de leur père, en 1904, mais qui depuis 1907 n'étaient plus occupés que par les belles. Les 3 sœurs d'Arani, Adila, Hortense et Gélie, petite nièce de Joachim, fameux violoniste hongrois, passèrent toute la Grande Guerre en Angleterre où elles donnèrent des concerts bien que je n'irai pas. Il faut compter aussi avec la vanité. Je n'ai rien à me mettre pour la circonstance. Jeudi 7 janvier non, nous ne sommes pas point 1116 S à la cirée de Gordon Square. Léonard est rentré tard, il pleuvait et vraiment je n'en avais pas envie. Les conférences ont eu beaucoup de succès. Une vieille dame a dit à Léonard qu'elle devrait toutes le considérer à vie comme un ami personnel, une autre, qu'il était le seul monsieur à parler de manière à se faire comprendre des travailleuses. Il a expliqué les lettres de change, et le reste, pendant 1 heure, et puis répondu aux questions, là encore d'une intelligence surprenante. Je me suis mise en route aussitôt après le déjeuner aujourd'hui, d'abord pour aller à l'hospice des enfants trouvés, demander qu'on consente à nous louer Brunswick Square ou la moitié de la maison. Puis à l'Oméga 25 où je voulais acheter un châle pour Jeannette avant d'aller prendre le thé chez elle. À l'hospice, Monsieur Chubb m'a ouvert la porte. Il était assis à un bureau, dans une pièce très chaude et confortable, dormant sur le jardin, tandis qu'un employé dessinait des plans de maison sur un pupitre très haut perché. Monsieur Chubb prend de l'embonpoint. Il m'a reconnu, et se montra aussitôt extrêmement courtois. Brunswick Square est pour ainsi dire déjà loué à un fonctionnaire de salon à la retraite, un certain Spence, qui consentirait cependant peut-être à nous céder les 2 étages supérieurs, qui nous conviendraient très bien. Naturellement, j'ai été saisie d'un désir passionné d'avoir Brunswick Square. Monsieur Chubb, qui a d'infinies loisirs et qui aime la conversation, a débattu de toutes les possibilités. Pour lui, il n'admire pas les fresques d'Adrien 27,